Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno, ça va bien? Oui, toi? oui, merci. C'est bon. Donc aujourd'hui, on a un invité avec nous, Marc-André. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Parle-nous un peu de toi, Marc-André, qui t'es toi? Oui. Moi, je m'appelle Marc-André Vio. Je suis employé chez Pixis depuis quelques mois. J'ai fait un stage ici en été dernier avec mon école. Puis ensuite, on m'a engagé temps plein pour poursuivre mon parcours. Durant mon stage, dans le fond, j'ai travaillé à développer, comme vous le savez, l'extension Focus Task pour Visual Studio. Et dans le fond, je voulais venir ici aujourd'hui pour plus vous en parler. Puis, Montrer les défis qui ont été relevés dans ce cadre-là. C'était quand même un défi. Quand tu es arrivé comme stagiaire, on t'a donné le choix de faire quelque chose que tu connaissais, c'est-à-dire plus du web, ou prendre le défi de faire une extension de studio, puis tu as choisi le plus difficile des deux. Exactement. Parfait. Donc, puis dans le fond, avant qu'on rentre dans le sujet, juste vous rappeler que, évidemment, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, prenez le temps de vous abonner. Ça va permettre d'avoir les notifications, de partager, liker les vidéos. Ça nous aide à répandre le message côté développement. Donc, on vous invite à faire ça. Donc là, Marc-André, tu vas nous parler un peu de qu'est-ce que c'est faire une extension dans Visual Studio. Exactement. Parfait. En fait, c'est quoi une extension de Visual Studio? OK, on y va vraiment avec la base, on part avec ça. C'est excellent. Ça. Commencer tranquillement. Une extension de Visual Studio, dans le fond, ça va être un peu comme une application qui va s'intégrer à Visual Studio. Tu as différents types d'extensions de Visual Studio. Tu peux avoir une commande qui va probablement juste générer un petit bout de code, un script que tu as, ou tu peux y aller avec un toolbar qui va vraiment être une extension plus développée avec des panneaux, des vues différentes, comme qu'on pourrait voir normalement. Il y a beaucoup de variétés qui peuvent être faites. C'est vraiment y aller avec l'imagination. Tu as beaucoup d'extensions qui existent déjà sur le marketplace. Tu as des grosses extensions que sûrement beaucoup de monde connaissent, comme par exemple ReSharper. Tu en as d'autres comme Resix Manager pour les langues qui vont permettre de simplifier la gestion d'une application. Dans le fond, ça va juste étendre les fonctionnalités de l'éditeur pour éviter des fichiers de Resix, par exemple. Exactement. OK. C'est bon. Bon, maintenant, tu vas nous montrer un peu comment on démarre avec un projet. Là, on part de scratch, on n'a rien, puis on veut faire une première extension. Exactement. Donc, on ouvre Visual Studio. On se crée un nouveau projet. Ensuite, on va naviguer dans Extensibility. On va choisir VSIX projet. Est-ce que ça vient par défaut la possibilité de faire des extensions avec le workload de base de Visual Studio quand on l'installe? Je pense que c'est une option qu'il faut cocher. OK. Extensibility. Puis ensuite, ça devrait couvrir pas mal le tout. OK. Donc, quelqu'un qui voudrait le faire, qui ne l'aurait pas disponible, peut-être juste à le voir au niveau de l'installer pour se mettre à jour. Donc, on va appeler ça Bracket Show. Donc, on a notre première extension Bracket Show. C'est parfait, ça. C'est bon, ça. Donc, au début, quand on crée un projet Visual Studio Extension, on va avoir un petit index.html qui va un peu nous donner des informations pour comment partir en tant que tel. Getting started. On n'a pas vraiment de besoin pour notre projet. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'étais référé à quand même quand tu as démarré la première fois? Ou si ça n'a pas eu lieu, s'il n'y avait pas assez d'informations? Je te dirais, moi, j'ai pas regardé en tant que tel, parce que je t'ai regardé autre chose, mais il y a sûrement des informations qui sont assez utiles à l'intérieur. Donc, on a notre projet un peu de base. On va aller s'ajouter un tool panel. Extensibility. Là, je vois dans Extensibility, tu as plusieurs choix. Comme tu parlais au début, dans l'introduction, tu disais, bon, on peut créer des commandes, n'importe quel autre morceau d'extension de Studio. Donc, on a tout ça, ces options sont disponibles là. Exactement. Une commande, ça nous permettrait, ça créerait un bouton en dessous du Tools menu qui nous permettrait un peu d'exécuter une partie de code rapide, un script. Tandis que pour nous, on va vouloir se créer un custom tool window qui va vraiment créer une interface qui va s'ajouter comme un panneau, un peu comme le Solution Explorer dans Visual Studio. On va appeler ça My First Window. Puis on va l'ajouter. Donc là, immédiatement, on va voir qu'il va y avoir beaucoup d'objets qui vont s'ajouter dans le Solution Explorer. Ça, c'est d'office à chaque fois qu'on ajoute un tool panel.
Tool Window. OK. Ça fait un peu le même principe, dans le fond, que si on fait un projet web MVC, le scaffolding qui nous crée controller views, toutes ces choses-là. Parfait. Effectivement, ça nous rajoute pas mal de fichiers quand même. Quand même, oui. Ouais. Puis là, on a la vue du contrôle par défaut, une espèce de LOL de Tool Window. Exactement. Donc, les extensions Visual Studio de type Tool Window, mais aussi les commandes sont faites en WPF. En WPF, c'est quoi qui est assez facile d'approche au début. C'est pas très difficile, puis c'est assez intuitif. Ce qui aide à ça, c'est qu'on a un design window qui nous permet, pour des gens qui sont peut-être moins à l'aise, à les coder dès le début. On peut juste créer notre vue directement en faisant du drag and drop à partir du toolbox, en entrant ce qu'on veut ajouter. Puis on peut les ajouter directement dans la vue pour partir à partir de ça. Donc, si on partait ça en tant que tel, vu que c'est une extension de Visual Studio, ça nous ouvre une instance expérimentale de Visual Studio. Parce que pour tester, il faudrait que notre extension soit installée dans Visual Studio, puis ça nous crée comme une sorte de faux Visual Studio pour faire ça. Donc, le Visual Studio est le host de notre contrôle qu'on veut tester, c'est comme une autre instance qui part en parallèle de celle qu'on a là. Exactement. On peut voir ici, ça va être le code qui va créer notre interface. Donc, on voit que ça vient avec une grille, un stack panel, le petit textbox, puis le bouton qui est mis ici. Les boutons viennent avec une commande click qui est ensuite vise vers le code behind de notre XAML, qui là va nous permettre un peu de faire des trucs interactifs, de faire d'interaction avec notre front-end. Ici, la seule chose que ça fait, c'est que ça va afficher un message qui va nous dire le nom de notre panneau, qui est My First Window. Si vous voulez, on peut partir ça, juste pour donner une petite idée. On fait F5. Donc là, en passant en F5, ça part ton instance expérimentale, puis ça attache le débugger. Donc, tu as un Visual Studio qui débug un autre Visual Studio. Exactement. Je pense aussi, ce qui est important peut-être de dire, c'est que le Visual Studio, en fait, on débug Visual Studio, le contrôle est dans Visual Studio. Fait que là, tu as accès à faire des breakpoints n'importe où dans Visual Studio. Fait que le contrôle, c'est juste comme une autre partie de plus qu'on peut débugger. Première fois, ça prend tout le temps un peu plus de temps, étant donné que quand c'est comme si on ouvrait Visual Studio pour la première fois, il va y avoir des settings qui vont se faire. Notre extension, notre instance expérimentale de Visual Studio va copier le compte actuel et va copier un peu ses préférences. Donc, ça se peut quand on va l'ouvrir, vu que Eric a pris le thème Dark, ça se peut que l'instance expérimentale commence avec le thème par défaut, mais ensuite, peu de temps après, il va devenir Dark. Il va appliquer les settings. Exactement. OK. Puis on le voit dans la barre en haut, Experimental Instance. Exactement. Donc, il y a vraiment un identifiant clair de l'instance qui est en train d'être utilisée pour les tests. Je comprends bien, il a dû nous ajouter une option dans Tools menu, j'imagine? Pas exactement. OK. Ça, c'est une chose que je vais vous montrer plus tard. Au début, ça va nous ajouter quelque chose dans View puis dans Other Window. Ah, OK. Pour l'instant, je vais te laisser finir de s'ouvrir. Ça a l'air d'être pas si peu. Ouais. Donc, pour aller trouver notre extension, on irait dans View, Other Window, et ça prendrait le nom de My First Window. L'image qui est à côté, c'est l'image stock un peu qui vient avec les extensions, qu'on peut changer éventuellement. Donc, si je clique ici, ça nous partirait notre panneau, qu'on peut ensuite mettre un peu où est-ce qu'on veut, ce qui est assez intéressant. Oui, ça supporte les mêmes extensions de Windows que tout le reste de Visual Studio. Ça, on n'a pas à le coder. C'est justement, dès que tu as fait un custom tool window, c'est supporté. Ça, c'est pratique. Donc, si on l'avait pas vraiment modifié comme tantôt, si je clique Me, ça va nous sortir un petit message qui dit invoquer le panneau en tant que tel. OK. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Si on se retourne dans notre Visual Studio de base, on va pouvoir voir les autres objets qu'on a. Éventuellement, on voudrait sûrement le bouger, notre extension, à place de devoir naviguer dans Vue, Other Windows, et aller cliquer dessus, qui se trouve... Ah, il n'est pas ici, c'est vrai, parce que ce serait dans l'instance expérimentale. On voudrait l'avoir probablement dans le panneau Tools, à quelque part ici, comme d'autres extensions des fois que vous auriez. C'est quelque chose que je vais vous montrer super. Une chose qu'on fait quand on développe une extension Visual Studio, c'est qu'on veut, à un certain point, copier le thème.
si tu développes une extension qui est un panneau, puis que le thème il va avoir un look totalement différent de ton Visual Studio, ça se peut que ça paraisse mal, ça clash. Ouais. Et c'est aussi quelque chose que je vais pouvoir vous montrer, comment copier le thème de base du Visual Studio, parce que tout dépendant des personnes, il va y avoir des gens qui aiment ça avoir un Visual Studio avec le thème bleu. Il y en a d'autres qui vont vouloir l'avoir avec le dark. Puis si tu prenais d'office une des deux, tu pourrais pas répondre aux autres personnes qui l'ont. Okay. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais montrer. Donc là, Marc-André, tu nous parlais tantôt des thèmes, comment on veut justement faire attention à ce qui est dark blue, light aussi, pour faire attention là-dessus. Je te laisse aller. Si on veut développer une extension Visual Studio, un panneau qui va un peu se fondre dans le décor, si on veut, de notre thème, ça serait le fun de pouvoir de le copier en tant que tel. Puis, étant donné que les gens utilisent différents thèmes de Visual Studio, Blue, Light, Dark, on ne peut pas y aller d'office en assumant que les gens vont avoir Dark, puis en le codant tout avec des thèmes, des thèmes noirs, dans le fond. En codé. Exactement. Puis dans le fond, c'est une question de qualité, souci de qualité du produit. Si on veut le mettre sur le marketplace, on veut que ça soit transparent pour les utilisateurs. On ne veut pas que ça clash. Exactement. Donc, il y avait différents défis à essayer de trouver un thème qui va le copier, le thème de Visual Studio. Puis, ce que j'avais découvert en tant que tel, c'est que pour chaque commande qu'on a, ça va être des commandes, des contrôles, excusez-moi, WPF. Chaque contrôle, pour la plupart, vont avoir un thème copié, une clé qui permet d'aller chercher le thème présent de Visual Studio, puis de copier un peu comme si on verrait les combo box qu'on a pour une CPU puis debug, pour un peu avoir le même... Le même look and feel. Exactement. Okay. Donc, ce que j'ai fait déjà un peu à l'avance, c'est que je suis allé chercher sur Internet. On a VS Resource Keys, la VS Resource Key class, qui offre différentes clés pour copier le thème selon votre contrôle. OK, donc ça nous permet en l'utilisant de ne pas avoir à gérer le changement de thème. Ça va marcher par défaut. Plug and play. C'est ça. En fait, ça, tu vas chercher les thèmes parce que bon, l'interface du studio est un WPF en tant que tel. C'est qu'on va chercher le même style que lui applique. Puis là, ce que je vois, c'est que c'est dynamique aussi parce qu'il faut que ça puisse changer si quelqu'un change le thème de studio. So, comme tu dis, on a le mot-clé Dynamic Resource ici qui va faire en sorte que notre ressource va être buildée au runtime. Et au fur et à mesure, si on change le thème, ce que je vais même vous montrer, on va remarquer que tout notre thème va changer. Donc quand je vais switcher à Blue, ça va plus être noir, ça va devenir blanc, comme ça devrait être. Donc ici, ce qu'on doit faire, on ajoute au style notre Dynamic Resource comme suit. On va y donner VSS Shell, qui est en fait ce qui vient d'office pour le Visual Studio Shell 15.0 pour nous aujourd'hui. Et on va utiliser le VS Resource Keys.textbox-style parce qu'on utilise un textbox. Donc, dans le fond, c'est de choisir la ressource dans cette collection-là qui matche le contrôle qu'on est en train de styler. Exactement. Pour la plupart des contrôles, on va trouver une clé. Il y en a certains d'autres qui n'en auront pas. D'abord, là, il faut un peu bidouiller pour pouvoir copier le thème en tant que tel. Donc, j'en ai créé deux ici pour vous donner un exemple. Le textbox et le textbox avec notre thème qui copie le thème. Donc là, on va voir la différence entre un qui suit le thème et un qui ne suit pas le thème dans l'exécution. Donc, j'ai parti notre débogueur. Donc là, il faut... OK, t'as apparu. OK, c'est Exactement. Bon. OK, fait que là, on voit vraiment les deux textbox, un qui match, l'autre qui match pas. Donc ça serait notre textbox normal qui vient avec le thème de base. C'est un peu comme le bouton. Le bouton, si on avait appliqué le thème, il serait noir comme d'autres boutons qu'on aurait normalement. Ici, on peut voir que le textbox il est noir et le contour est bleu. Comme un peu l'autre, mais pour des contrôles plus compliqués, il y en a des fois que ça irait un contour jaune. Si ici je m'en vais dans Tools, Options, on va modifier le thème. Donc ici on est dans Color Theme Dark, puis on va le mettre à Blue par exemple. Ça va prendre un petit moment à changer le thème de Visual Studio. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir voir dans le fond le changement dynamique. Ce qui est bien aussi, c'est que tu n'as pas à rajouter aucun code pour gérer un changement de thème. Comme par exemple, je repense à une application web.
le changement de langue, il faut qu'on le gère, il faut qu'on aille faire quelque chose avec la culture qui est setée. Il y a des choses à faire. Là, rien du tout, La ça va ressource fonctionner étant automatique. dynamique, ça se baigne tout seul. C'est merveilleux. Exactement. Donc, on peut voir la différence entre les deux. C'est redevenu blanc. L'autre était déjà blanc, puis il garde un contour bleu. Mais pour les thèmes de Visual Studio copiés, dans le thème bleu, ça serait jaune le contour, au lieu d'être bleu. C'est bon. Il y a différentes options qui s'offrent à vous pour ça. Une autre des options, qui n'est pas nécessairement d'appliquer un style au contrôle, qui était déjà là d'office, c'est le background et le foreground. Ici, ça venait déjà d'office. Ce que vous pouvez voir, c'est que notre tool window, l'arrière était noir, elle est devenue blanche, et le foreground, soit le texte, était blanc, puis là, il est redevenu noir quand on l'a changé. Ça, c'est quelque chose qui vient déjà lorsqu'on se crée un user control. Le background puis le foreground, dans le fond, copient eux aussi le VS Shell. Ils prennent des brushes comme un pinceau, soit le window key et le window text key. Donc, c'était pas mal ça pour les matching teams. Parfait. Donc là, Marc-André, tu voulais nous amener un peu plus vers les images, les ressources, comment partager ça pour notre extension. Donc, vous pouvez voir déjà, on a changé de projet. On est allé vers le projet que j'ai développé durant mon stage. Ça s'appelle Focus Task, qui est disponible sur Marketplace en passant pour ceux qui veulent l'essayer. Oui. Donc, ici, lorsqu'on développe du UI pour le WPF, un peu comme qu'on aurait quand on fait du web, on ne veut pas mettre tout notre style dans l'HTML direct. On voudrait avoir un peu un fichier de ressources comme un fichier CSS. Où est-ce qu'on stockerait ça? Donc, pour ce faire, on se crée un point XAML et on va se faire un peu un resource dictionary qui va contenir tous nos styles pour les différents contrôles. Ici, on verrait User Story Icon, qui est une icône qui s'ajoute dans une vue. Si on descend ici, on a le style pour un bouton générique qui va se retrouver un peu partout dans Focus Task, qui va avoir différentes propriétés comme le background, le width. Il y a un trigger si on mouse over qui va changer des icônes, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour notre fichier de dictionnaire. Comment ces styles-là fonctionnent avec les Dynamic Resources qu'on parlait tantôt? Est-ce que ça peut venir clasher puis causer des problèmes au niveau de l'affichage? En tant que tel, il y a différentes manières qu'on peut les inclure. On peut les inclure en tant que Dynamic Resource, on peut les inclure en tant que Static Resource. Ici, on voit qu'on a un style. Le style, dans le fond, qui a la clé Generic Button. Si on s'en va voir dans une vue, si on descendait, on va essayer d'en trouver un Generic Button. Je pense que ça en serait peut-être un, non? Parce que là, on est en train de parler de l'application Focus Task. Il faut dire qu'il y a une partie de l'application Focus Task qui est le widget qui est intégré dans Visual Studio, mais il y a aussi des écrans autres qui sont stylés à part, qui sont... fait que ça, je pense qu'il y a des styles qui sont appliqués à ces contrôles-là aussi, qui sont peut-être des styles un peu plus statiques dans certains cas, parce qu'on va avoir vraiment une conformité dans notre style. Exactement. Donc ici, on aurait des boutons qui auraient le style qu'on discute. Generic Button. Celui-là ici. Exactement. Donc ici, on l'ajoute en tant que Dynamic Resource, mais il y aurait moyen de l'amener en tant que Static Resource. Il faudrait juste qu'en haut, dans le header de notre window, on ajoute le fichier de ressources d'une manière différente. C'est juste plus simple quand on ajoute le fichier de ressources d'une autre manière que je vais vous montrer, d'y aller en tant que Dynamic Resource pour ne pas avoir le binding. Donc quand on ajoute une ressource, qui est le style, excusez-moi, comme qu'on avait avant, on va écrire le style, on fait un Dynamic Resource et la clé Generic Button, qui est la clé que je venais juste de vous montrer ici. Generic Button. Donc le style va ensuite être copié. Ici aussi, on peut mettre la VS Resource Keys que je vous parlais tantôt pour copier un contrôle plus en détail. Okay. Une complexité, par contre, ce Resource Dictionary-là, des fois, il ne va pas bien être... il ne va pas être loadé comme du monde. Et on a fait un peu un tour de passe-passe pour ça.
Donc, vous devez trouver votre widget.cs qui a des noms différents. Pour nous, c'est focustas.widget, mais dans le projet original, c'était myfirstwindow.widget.cs. Donc, on navigue ici. Et dans notre constructeur, on peut ajouter ici, comme on peut voir, WPS Styling. On s'ajoute un dictionnaire avec l'URI qui va aller le chercher. Donc, ici, on a pack. Je vais agrandir ça ici, pour qu'on puisse bien le voir. Ça, c'est une nomenclature qui est assez de base. Donc, on aurait pack, l'application. Ici, on va avoir le namespace, qui est pour celui-ci plugin TFS, mais pour l'autre, en dessous, on a focustas.ui. Ensuite, component, ça c'est de base. Et ici, on suit un peu l'arborescence pour s'y rendre. Donc, pour les deux, ils sont à la base de notre projet. Ensuite, ressources et le nom du dictionnaire qui est différent pour les deux. Ici, c'est lui qu'on avait il y a quelques moments, c'était Style Dictionary. Et ensuite, l'URI, il va être de type relative ou absolute. Donc ça, on ajoute notre dictionnaire. Et ensuite, faut qu'on ajoute le dictionnaire à notre application. Ça, c'est un peu un tour de passe-passe parce que dans les extensions Visual Studio, pour qu'on puisse bien voir le dictionnaire, il faut un peu comme qu'on le crée pour que Visual Studio il sache que le dictionnaire existe, qu'il puisse l'utiliser. Sinon, on aurait une erreur qui nous dirait qu'il ne sait pas c'est quoi le dictionnaire. C'est ça. Fait que ça, c'est comme ça peut de préloader le dictionnaire puis le mettre en mémoire pour Exactement. que quand le contrôle s'afficher, il va déjà être là. Exactement. Parce que autre que ça, on ne va pas utiliser le dictionnaire, on fait juste un peu comme le créer, mais ensuite, il n'est pas utilisé ici. L'autre complexité à les extensions Visual Studio, c'est quand on ajoute des ressources comme des images ou des icônes, lorsqu'on les ajoute directement dans notre projet, et qu'ensuite on veut les utiliser, on va se rendre compte assez rapidement qu'on ne va pas pouvoir les voir dans notre panneau ou ainsi de suite. Ce qui n'est pas pratique. Ce qui n'est pas pratique. Encore une fois, c'est à cause qu'il faut avoir des propriétés de l'image et il faut l'image va nous arriver en tant que content pour le build action. Nous, on veut que ce soit une ressource. Donc, pour chacune des ressources que vous ajoutez, des images, des icônes, allez dans les propriétés, changez-les pour une ressource et Copy to Output Directory, choisissez Copy Always. Ensuite, à partir de ça, vous devrez pouvoir utiliser l'image comme il faut et ça s'afficherait correctement. C'est ce qui fait qu'il va être accessible via le pack, comme tu montrais, pack Exactement. d'application avec le chemin de la ressource pour ça donner une ressource disponible. Exactement. Bon, maintenant qu'on a terminé notre développement, on voudrait publier cette application-là pour être capable de l'utiliser dans un contexte pour que les gens puissent la downloader et l'installer. Exactement. Donc, en tant que tel, quand on veut publier, c'est qu'on va vouloir créer un .vsix. Notre .vsix, c'est ça qui va englober un peu toute notre application. C'est comme un MSI pour les packages d'extension. Donc, pour ce faire, juste rapidement, on s'en va dans Release, puis on a juste à builder notre projet en Release. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'après ça, on va naviguer dans notre bin Release, puis on va voir notre VSX. C'est genre juste ça qu'on a besoin. Ensuite, on pourrait même le donner à d'autres personnes, sans le mettre sur le Marketplace, puis ça fonctionnerait. Ils pourraient l'installer. Comme par exemple, si on veut avoir des bêta-testeurs à l'interne. Okay. Donc, on sort dans Solution Explorer, puis on va naviguer à notre File Explorer, et dans Bin, Release. On va voir notre magnifique VSX justement ici. Si on revient dans Visual Studio un instant, je voudrais juste voir, parce que dans le fond, lui, je présume qu'il y a des propriétés du metadata de configurer. Oui. Comment on fait pour justement aller mettre ça en place? Ça va dans le source.extension.vsix manifeste. C'est là qu'on va pouvoir faire plus, mettre plus de commentaires, de la description, mettre des versions icônes, supportées, je présume, ces choses-là. Ça, c'est ce qui va apparaître quand tu vas arriver pour ajouter l'extension dans Visual Studio, dans la partie droite qui dit c'est quoi l'extension, puis de la décrire un peu, puis donner un peu plus d'informations dessus. C'est ici qu'on peut aussi donner, comme on voit, un Getting Started Guide ou des URL pour donner plus d'informations. Peut-être même un URL qui va immédiatement amener sur la page du Marketplace. OK. Pour l'instant, on n'a marqué rien, mais ici, on dirait notre première extension. Parfait.
On va leur builder pour aller chercher le bon VSX. Donc ici maintenant, lorsqu'on a créé notre VSX, ce qu'on veut faire, c'est le publier sur le marketplace. Donc il suffit juste d'avoir le VSX et de se créer un compte en tant que publisher. On peut utiliser notre compte Microsoft de base, il faut juste passer par les étapes pour s'inscrire comme publisher, ce qui est relativement simple. Okay. Même quand vous allez essayer de publier, s'il détecte que vous n'êtes pas un publisher, il va vous suggérer, il va vous dire comment faire. Okay. Donc, on navigue ici, sur le Marketplace. Vous voyez, je suis déjà inscrit, je suis déjà signed in. Publish Extension. C'est une nouvelle extension de type Visual Studio. On va chercher. Là, je voyais qu'il y avait aussi Team Services puis Visual Studio Code. Oui. Donc, on pourrait aussi développer des applications qui targetent ces plateformes-là. Exactement. Là-dessus. On a notre VSX. On le met ici. Continue. Publisher Display. Ah, ça c'est parce que dans notre VSX manifeste, la personne, l'auteur, c'est Eric. Et tu ne peux pas publier quelque chose dont tu n'es pas l'auteur sur ton profil de publisher. Il y a quand même une validation qui est faite à ce niveau-là. Exactement. Intéressant. On rebuild. On s'en va dans notre point build qui a été fait Je maintenant. pense que tu reviens en arrière ici. Oui. Parce que si j'actualise, parfait. Dit Publisher Name Display Mavic X6. Ouais, je pense que c'est OK, donc c'est vraiment ton nom d'utilisateur. Donc on voit, c'est bon, on voit qu'il y a une sécurité un peu là-dessus. On ne peut pas faire n'importe quoi. On se réessaye. Donc, on voit que c'est quand même assez simple à Normalement, mettre en oui. place. Donc là, effectivement, là, on a les informations. Si on avait mis plus de détails dans le manifeste, on aurait probablement toute l'information ici, Oui. les icônes et tout et tout. Là. On voit ici, Quand on avait même. marqué notre première extension qui a l'air de doubler pour une certaine raison. C'est peut que j'aille fait 2 fois un copier-coller. Ici, non. Ici, on peut faire un overview. L'overview, ça va être un peu plus dans notre page du marketplace. En tant que tel, on peut rajouter beaucoup plus d'informations, des fois des tutoriels un peu pour comprendre. Ça va montrer peut-être aussi des... ça, c'est l'overview, on peut le modifier en tout temps. En fait, si on allait voir ce qu'il y a pour Ouais. Focus Task en Ouais. ce moment, ça nous donnerait une bonne idée de... Pour un exemple. Ça, ce serait pour Focus Task. OK, donc c'est vraiment l'onglet Overview, littéralement. Oui. Parfait. Donc l'overview qui va être un peu la même chose qu'on verrait dans Visual Studio, dans les tools. Ça, c'est ce qui se trouverait un peu en haut. En bas ici, ça va plus l'overview. Donc on voit ici qu'on s'était marqué un peu une description un peu plus longue. On a fait un peu une sorte de tutoriel pour comprendre les différentes vues, comprendre comment les utiliser. On peut ajouter des tags, des catégories, avec quoi ça fonctionne. Donc ça ici, c'est un peu toutes des choses qu'on peut arracher ici. C'est un outil, c'est quoi? C'est un tool, c'est un contrôle. Les catégories, les tags. Si c'est gratuit, si c'est payant, on peut faire des extensions payantes. Ici, on peut ajouter des liens utiles vers le code source. Et le logo, on peut l'ajouter ici si on voulait. Ça serait le logo qu'on verrait ici en haut. Et ici, on donnerait un nom en tant que tel à notre extension. Qui va être unique, qui ne pourrait pas être utilisé ailleurs. Okay. Mais il pourrait y avoir des extensions qui auraient le même nom, par exemple que Focus Task, mais que le nom internal name serait Focus Task 15, par exemple. Ça serait le nom, un peu l'ID. OK. Et si on voulait créer notre extension, on va l'appeler Bracket Show 1, 2, 3, par exemple. Puis on va juste dire que c'est un tool, catégorie, on va l'appeler A2. Des tags. On va se mettre un tag, on va dire Bracket Show. Enter. First tool. Enter. Et maintenant, on va l'uploader. S'il voudrait qu'on rajoute en fait un overview, donc on va dire test.
Et là, il est en train de créer la page de Marketplace, de builder notre VSCX et de l'uploader sur le Marketplace. Parce qu'il y a, je présume, quand même un processus en arrière, eux, qui doit valider qu'il n'y a pas du code qui peut causer des problèmes en arrière. Là. Donc là, on a une version, c'est ça, la première version uploadée. Lorsqu'on met notre extension sur le Marketplace, il va arriver privé en tant que tel. Pour qu'on continue d'apporter des modifications, on ne veut pas que ce soit nécessairement à la vue de tous. Donc, lorsqu'on est prêt, ensuite, on peut faire make public. Mais si on veut apporter plus de modifications, edit, ou même uploader des nouvelles versions, on peut continuer. Si on allait voir Focus Task, le résultat que ça donnerait dans Visual Studio, on irait ici, dans Tools, Extensions and Updates, on va sur Online, puis dans l'onglet, on cherche Focus Task, qui serait ici. On voit qu'on a l'icône qui est pareil. On a Stay Focused on the Task, comme ce qui était marqué dans notre overview qu'on avait en haut. Un peu les informations similaires, les versions, et ainsi de suite. Et on peut décider de le downloader immédiatement. Donc, en conclusion, Marc-André, publier une extension, faire une extension, c'est pas si compliqué que ça. Pas tant. Mais tu as quand même eu des défis quand même à relever. Oui. C'est quoi les plus gros défis que tu as eu à relever dans le cadre de ce développement-là? En tant que tel, si on parle juste des défis vraiment reliés à faire une extension de Visual Studio, il y avait beaucoup un peu ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Les thèmes, copier les thèmes pour que ce soit dynamique selon le thème, avoir des ressources qui s'affichent correctement dans ton projet, mais aussi avoir les bonnes versions pour les différents utilisateurs. Tu vois justement ici, on avait différents utilisateurs qui utilisaient des versions de Visual Studio différentes. Il fallait pouvoir les supporter. Et ça fait déjà un peu dans le manifeste pour ajouter des ranges différents. Okay. Parce que sinon, ça reste que faire ton extension qui fait un certain travail, un certain comportement. C'est pas différent de faire une application, de faire un site web, c'est la même chose. Ça va dépendre vraiment de la complexité de l'application qui, là, peut causer des problèmes. Dans le cas de Focus Task, c'est une application qui se connecte sur VSTS, donc il y avait de la complexité de ça. Derrière aussi, accéder à des ressources de VSTS pour avoir les work items et tout ça. Donc ça, c'était un autre défi supplémentaire, en fait. Exactement. D'ailleurs, on pourrait peut-être, je ne sais pas si tu peux nous résumer un peu Focus Task, qu'est-ce que ça fait pour que les gens peut-être aient le goût d'aller l'essayer. Oui. Dans le fond, Focus Task, c'est une extension Visual Studio, comme on l'a dit un peu plus tantôt, qui vous permet d'aller chercher vos tâches que vous faites, vos user stories sur TFS, puis les afficher dans une petite fenêtre, un peu comme un post-it constant que vous auriez pour vous rappeler sur quoi vous travaillez, garder un peu comme vous concentrer sur la même tâche. Parce que des fois, on le sait tous, quand on travaille sur quelque chose, on va aller chercher pourquoi ça ne fonctionne pas, ce qui nous fait découler dans autre chose, puis finalement, des fois, on oublie peut-être ce sur quoi on travaillait parce qu'on a peut-être même trouvé la réponse à autre chose qu'on cherchait depuis un certain moment. C'est ça. Donc, on voit mais ça te permet de ramener le focus sur la tâche qu'on travaille. Puis je sais qu'il y a de l'interaction minimale avec la tâche qu'on peut faire aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la tâche? Dans ta tâche en tant que telle, on peut modifier le statut. Si tu as fini ta tâche, tu peux modifier le temps qui reste. Tu peux naviguer dans ton projet, aller chercher la tâche sur laquelle tu travailles en tant que tel, puis voir un peu ce que les autres travaillent dessus. Tu vas avoir une description un peu plus détaillée aussi de ça. Tout ça, c'est que tu te connectes dans le fond à ton projet avec ton compte Microsoft. Puis tu peux voir tous les différents projets que tu veux, puis te connecter à ton projet pour choisir ta tâche. Ça fonctionne pour VSTS sur le cloud ou on-premise, comme les deux logins fonctionnent. Exactement. Donc, on invite évidemment les gens à aller l'essayer si vous travaillez dans TFS, autant pour peut-être nous donner du feedback là-dessus, puis ça serait intéressant de voir des commentaires sur l'utilisation. Sinon, je pense que ça conclut pour aujourd'hui. Ça conclut. Merci Marc-André. Merci. On vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à subscriber, prendre les notifications pour être au courant des prochains épisodes. Merci. Merci. Merci.